où à l'âge de 6 ans, j'étais déjà en train de regarder Miguel Indurain à la télé. Je suivais tous les Tours de France, ça c'était un peu la passion. J'avais les petits cyclistes également en plastique, j'avais un peloton de 50-60 petits cyclistes en plastique. Donc vraiment, passionné depuis tout gamin du vélo. Et du coup, j'avais pris part à mon premier Iron en 2015, c'était à Barcelone. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai eu ma première qualif pour Kona en 2017 à l'Ironman du Maryland aux États-Unis. J'ai 3 rêves sportifs, faire le Tour de France, et c'était de faire Kona et le Norseman en fait. Quand j'avais vu cet intérieur sport, j'ai dit ouais, ça obligé, je dois le faire. Avant de démarrer ce nouvel épisode, on a une invitation spéciale pour vous. Je vous invite à nous rejoindre sur devenirtriathlète.com. Vous allez y retrouver tous les épisodes, mais aussi des conseils, des guides, des ressources et des outils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. Et on mettra tout ça à jour chaque semaine. Allez, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et d'ici là, bonne écoute de ce nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète X Open Tri. On peut même dire Devenir Tri X Open Tri ou DT XOT. On verra. En tout cas, je suis très content d'échanger avec mon invité du jour qui m'a été recommandé non seulement par un ancien invité, Philippe Durand, mais aussi par Monsieur Norseman à la française. Je veux parler de Brice Maillard et là, je suis très heureux de tendre le micro à Alexis Sicard. Salut Alexis. Salut Armano. Comment tu vas ? Eh ben ça va bien, veille de week-end, donc ça va être bon pour aller faire quelques bornes ce week-end, donc c'est cool. On va pouvoir en parler justement. Effectivement, je me suis laissé entendre que tu étais un adepte des bornes et puis des bornes rapides en plus. on va pouvoir en parler. On essaye. Écoute ce que je te propose, Alexis, et pas Laetitia comme c'est marqué sur la visio. Alexis, je te propose de te présenter. Donc dis-nous tout. Qui est Alexis Sicard ? Et ben du coup, j'ai 36 ans, j'allais dire 35. Je suis resté bloqué encore à 35. J'ai du mal à me faire que je vais m'approcher des 40 là. Donc 36 ans, j'ai 2 enfants, un petit garçon de 2 ans et une petite fille qui va avoir bientôt 5 mois. Donc du coup, tout nouveau papa depuis pas très longtemps. Et puis du coup, je pratique le triathlon depuis 2013, qui en fait ça a été le moment où j'ai basculé dans la vie active. Donc voilà, j'ai basculé sur le triathlon. J'ai fait de longues années en cyclisme sur route, plutôt un bon niveau. Et auparavant, je faisais du ski à haut niveau jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Et j'étais toujours passionné de cyclisme depuis tout gamin. Voilà, depuis l'âge de 6 ans, je suis le Tour de France. Et du coup, j'ai basculé sur le triple effort en 2013. Et puis très rapidement sur distance Ironman en 2015, 2 ans après avoir attaqué le triathlon. Ah, tu fais partie de ceux-là. Oh non, j'en ai marre des mecs pour qui c'est trop facile en fait. Ah, c'est pas trop facile, mais en tout cas, en fait, quand j'ai basculé le triathlon, l'objectif c'était de basculer sur Ironman très rapidement. Et la première année où j'ai basculé sur Ironman, j'avais pris un entraîneur et j'avais dit, moi je vais aller à Hawaï dans 2 ans. Et du coup, c'était un petit peu le fil conducteur de tout ça, quoi. Donc ça s'est fait assez rapidement, c'est vrai. Mais bon. Il y a eu l'investissement de tout ça en amont. Donc. Ouais, j'imagine. Ouais. On a coutume de dire souvent que on ne gagne pas le triathlon avec la natation, mais on peut le perdre à cause de la natation. En revanche, c'est vrai que quand tu viens du vélo, ok, t'as 2 autres sports éventuellement à apprendre ou dans lesquels il faut parfaire un petit peu tes compétences. Mais quand tu viens du vélo, 180 bornes sur Ironman, ça passe presque crème, quoi. Là où 180 bornes pour un nageur, aussi bon nageur sois-tu, quand tu commences le vélo et que t'envisages un Ironman, c'est pas la même chose, quoi. On est d'accord. Surtout que c'est la partie la plus chronophage finalement dans l'épreuve de triathlon. Ouais, c'est la partie la plus chronophage. Après, ça dépend comment tu vois le truc. Une séance de natation d'1h30, le temps d'y aller, de se changer et tout. En fait, tu dépenses 3h30 de ton temps pour au final rentrer une séance de 4 bornes. Donc le taux de rentabilité en fait il est pas ouf, je trouve. Ouais, non. Mais effectivement après le vélo c'est hyper chronophage. Aujourd'hui pour essayer de performer à vélo sur Ironman, il faut bouffer des heures et des heures d'entraînement, les fesses sur la selle, sinon ça passe pas forcément, quoi. Donc on est bien d'accord là-dessus. Ouais, moi je voyais plutôt le ratio pendant une compétition. Donc c'est vrai que 3-8 de natation, plus ou moins bon nageur, on va prendre une moyenne d'1 heure. En course à pied, plus ou moins bon coureur, on va prendre une moyenne de
4 heures, voilà, on est sur une moyenne large, donc ça te fait 5 heures. Après, 180 bandes de vélo, si tu arrives à les sortir en 4 heures, 4 heures et demie, 5 heures, c'est que déjà t'es très très bon. Mais ça reste quand même l'épreuve avec le plus gros ratio de temps passé la discipline avec le plus gros ratio de temps passé sur l'épreuve, quoi. Complètement, c'est clair. Ok, bah du coup, revenons un petit peu à toi. Tu nous dis que tu as fait du vélo, tu suis le Tour de France depuis que tu as 6 ans. Tu suis le Tour de France ou tu suis les coureurs derrière avec ton petit vélo? Non, tu suis à la télé. Il y a eu deux époques. Il y a eu l'époque où, à l'âge de 6 ans, j'étais déjà en train de regarder Miguel Indurain à la télé. Donc ça, c'était l'époque de ma toute petite jeunesse de 6-7 ans. Grand fan de Richard Virenque quand j'étais gamin. Je suivais tous les Tours de France pour suivre Richard Virenque. Donc voilà, ça c'était un peu la passion. J'avais les petits cyclistes également en plastique. J'avais un peloton de 50-60 petits cyclistes en plastique. Donc vraiment, passionné depuis tout gamin du vélo, hein, clairement. Sauf que issu plutôt d'une famille de rugbyman, donc du coup c'était plutôt le sport de prédilection, vu que je suis des Hautes-Pyrénées, donc sud-ouest, donc à fond rugby. Et puis du coup j'ai attaqué le ski très très petit, j'avais 8 ans. Donc je faisais ski rugby. Passionné de vélo. Exactement la même chose, même groupe musculaire, tout pareil. Ouais, voilà, et du coup, j'ai fait du ski pendant 8 ans, vraiment, 8-9 ans, vraiment à un bon niveau. J'avais été qualifié une fois pour les Coques d'Or. En fait, c'était les championnats de France jeunes et tout, donc vraiment gros focus ski pendant de longues années. Et puis moi je voulais faire du vélo, et puis entre les cours, c'est vrai que les cours ça prenait une place importante pour mes parents, il fallait que j'ai des bonnes notes, donc du coup entre les cours, le rugby et le ski, il n'y avait pas trop de place pour le vélo. Et puis du jour où je suis arrivé au lycée, j'ai arrêté le rugby en fait, vu que j'avais un physique énorme du lot de mes 60 kilos, donc j'ai arrêté le rugby. Et je me suis mis un petit peu au vélo comme ça pour le plaisir. Tout dépend, parce que tu peux faire 60 kg et 1m20, hein, c'est plus énorme que 60 kg et 1m90. Hein. Ouais, mais non, c'était pas ça, c'était 1m80 pour 60 kg, donc ça le faisait pas vraiment. Donc du coup, j'ai basculé au vélo à la fin du lycée, et puis après j'ai pris une licence dès que j'ai attaqué les études, et là je me suis éclaté pendant 6-7 ans à faire des compètes, d'abord en UFOLEP, et puis après j'ai pris une licence en FFC. Et après j'ai fait mes 5 ans d'années d'études à Grenoble, donc dans les montagnes, donc c'était plutôt le terrain de jeu qui allait bien pour s'éclater en vélo. Je courais pas, je roulais, je nageais pas, donc aucune notion de natation ou de course à pied. J'aimais pas trop courir. Et puis en 2013, j'ai attaqué à bosser fin 2012. Et puis 2013, j'avais pris une licence dans un club de vélo, un bon petit club de vélo, là, à Vaux-en-Velin, en 2013. Et puis en fait, j'avais pas le temps de rouler. Le home trainer, je disais c'est quand même pas foufou. Le soir, tu rentres du boulot, les 18h30, 19h, t'as pas le temps d'aller rouler. Je me suis dit, tiens, je vais me mettre au triathlon, sachant que mon père, en fait, faisait du triathlon depuis de très très nombreuses années. Donc j'avais aussi baigné au bord des routes dans ce milieu-là. Et il m'avait dit, de toute façon, il faut que tu sois bon en vélo si tu vas faire du triathlon. Donc du coup, je faisais du vélo. J'ai dit, tiens, midi, au lieu de rester aller manger à la cantine, je vais prendre ma gamelle et puis je vais aller courir entre midi et 2. Et puis le soir, quand il pleut, que tu peux pas aller rouler ou que t'as pas forcément le temps, tu vas aller nager en sortant du boulot. Donc en fait, c'est venu comme ça. J'ai attaqué en juin 2013, pardon. J'ai fait mon premier M 2 mois après, dans les gorges de l'Ardèche. C'était plutôt bien passé d'ailleurs, j'étais assez content. 2 semaines après, je me dis, tiens, je vais m'inscrire sur un M à Toulouse. Du coup, je me suis inscrit sur un M à Toulouse. J'avais fait 2h08, je crois, 2h09 sur mon deuxième M. Ça faisait 2 mois que je nageais et 2 mois que je courais. J'ai dit, bon, mais du coup, ça a l'air pas mal. Et j'ai refait un M. 2014, du coup, je me lance. Je dis, tiens, je vais faire du half. Donc, j'ai fait l'half le 73 d'Aix-en-Provence et j'ai fait l'Extrêmeman de Narbonne en 2014. J'avais pris un tir terrible en course à pied. J'avais explosé complet. Enfin, c'était un truc de fou. Je faisais des gros vélos à bloc. Natation, je me débrouillais plutôt pas trop mal quand même pour un débutant. Et puis fin 2014, j'avais contacté mon entraîneur de l'époque qui était Christophe Basti, et j'avais dit Christophe Basti dans le triathlon, un petit peu connu, un petit peu connu. Et puis du coup, j'avais dit à Christophe, mais moi j'aimerais bien basculer sur Ironman en 2015 et aller à Hawaï d'ici 2018. Et du coup, il m'a dit, déjà on va faire un Ironman et puis on verra pour le reste. Et du coup, j'avais pris part à mon premier Iron en 2015, c'était à Barcelone. C'est plutôt bien déroulé. J'avais fait 9h46 de mémoire sur mon premier full. Et puis, mais bon, j'avais bien coincé à pied. J'avais fait 1h47, 3h47 sur le marathon. Donc là, il y avait quand même une petite marge de progression. J'avais nagé 1 heure, donc plutôt satisfaisant pour 2 ans de natation dans les bras.
Et puis après, de fil en aiguille, j'ai eu ma première qualif pour Kona en 2017 à l'Ironman du Maryland aux États-Unis. Donc du coup, j'avais fait Kona en 2018. Je suis retourné à Kona en 2019. Je m'étais requalifié au Texas. Et puis voilà, de fil en aiguille. Après progression, j'ai fait un petit changement d'entraîneur là cette année. Là, j'ai basculé avec Hervé Fort là depuis le mois de novembre, avec qui ça se passe super bien et qui m'a fait passer un gros cap à pied. Là, j'ai fait de Lanzarote il y a 4 semaines et du coup gros cap passe à pied, donc ça c'est plutôt cool. Progression aussi à vélo. Et puis j'avais ce rêve du Norseman quand j'avais vu, j'étais tombé sur le fameux reportage. Le fameux Intérieur Sport de Canal. Intérieur Sport, là j'avais vu ça, j'ai dit ouais, c'est un truc de ouf quoi. Et j'ai 3 rêves sportifs, on va dire 3 gros rêves sportifs. J'en avais 3. Le premier c'était faire le Tour de France. Bon, ça c'est un peu raté. Voilà, donc là c'est raté, mais j'ai quand même un petit projet pendant 4 ans malgré tout. Et c'était de faire Kona et le Norseman en fait. Quand j'avais vu cet Intérieur Sport, j'ai dit ouais, ça obligé, je dois le faire. Et du coup, j'ai tenté le tirage au sort pendant 5 ans, je crois, 4 ou 5 fois, je l'ai tenté. Et puis chaque année, j'y remettais. Je remettais les 10 euros là qu'on mettait pour participer au tirage au sort. Et puis bon, à chaque fois, je m'étais fait recaler. Et puis là, j'ai participé là c'était au mois de octobre-novembre dernier. Et puis bon là, je venais juste d'avoir ma fille. Là, ma fille, elle est née en janvier dernier. Là. Donc du coup, je m'étais dit bon, de toute façon, ça passera pas cette année, je vais pas être retenu. Et puis le matin, je me réveille et je vois la vidéo, je regarde la vidéo dans mon lit et je vois que je suis pris. Je dis oh. Ah. Et quand je l'ai annoncé à ma femme qui était enceinte de 7-8 mois, je dis bon, on va au Norseman là au mois d'août avec le petit qui venait même pas d'avoir 2 ans. Donc là, elle m'a regardé, elle me dit non, c'est une blague, c'est pas possible. Et je dis bah si. Elle me dit ouais, tu me fais une blague. Et je dis non, je te jure. Et puis bon, du coup, voilà. C'est parti. C'est pour l'aventure, quoi. Waouh, bah félicitations pour tout ça. Moi, je le dis, hein, j'en ai marre des mecs pour qui c'est trop facile. Hein. Encore une fois, première année, 1M, bim, 2h08 sur ton deuxième M. Après, on l'a dit, tu viens du cyclisme, donc t'as dû tartiner comme un bourrin sur le vélo. Et finalement, ouais, ça aide aussi, ouais. Finalement, sur M, les 10 bornes de course à pied, même si t'es pas un coureur né, ça passe quand même. Là où ça coince un peu, effectivement, quand tu commences à remonter sur du half, sur de l'Ironman, courir un semi ou un marathon, c'est plus la même chose que courir un 10 en serrant les dents. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, mes premiers half et mes premiers Iron, j'ai eu la chance de nager bien assez rapidement, parce que je sortais en moins d'1 heure régulièrement sur Ironman dès mes premiers Ironman. Donc j'ai cette chance-là quand même d'avoir réussi à capter un petit peu la technique, etc. Par contre, j'ai mis quand même bien 5 grosses années à sortir des courses à pied, en tout cas, qui me satisfaisaient et qui sont satisfaisantes. Mais enfin, je trouve que ça a été beaucoup plus dur à pied qu'en natation. Et c'est vrai que le fait d'avoir un vélo plutôt on va dire de bonne constitution à la base, tu tartines à vélo et t'arrives à pied, en fait, t'es cramé, quoi. Alors j'aurais plein de questions là-dessus, mais déjà premièrement, à chaud là comme ça, sans t'avoir laissé réfléchir trop, est-ce que tu dirais que sortir une bonne natation, alors que t'es pas nageur à la base, non pas ça t'a handicapé sur le vélo, mais ça a pu te fatiguer un peu plus pour la course à pied? Au début, je pense clairement, parce que dans ma mémoire, les premiers half, premiers full auxquels j'ai pris part, j'avais toujours un passage à vide sur le vélo, sur la première demi-heure, les 30-40 premières minutes, où c'était dur de se mettre dedans, de trouver le rythme, etc. Donc je dirais que oui. Aujourd'hui, non. Forcément, avec le temps, on progresse et puis on est meilleur sur les différentes disciplines. Mais ouais, clairement. Enfin, franchement, au début, en fait, en natation, c'était plutôt mes capacités physiques qui compensaient le manque de technique, de la glisse, etc., et qui faisait que je pense j'arrivais à bien nager, à nager relativement vite à mon niveau, et qui faisait que derrière, par contre, le début du vélo était un peu plus compliqué, quoi. Mais ouais, clairement. C'est clair. J'ai toujours cette image, rien à voir avec le sport, mais je sais qu'à un moment j'avais vu une interview de Goldman qui parlait de Céline Dion, ou de Céline Dion qui parlait de Goldman, et qui disait que Goldman lui avait appris à déchanter, donc à chanter moins fort, à poser plus sa voix, son chant et autres. Toi, est-ce que tu as appris à faire la même chose sur le vélo, c'est-à-dire à moins tartiner pour t'économiser un peu plus, pour après envoyer plus facilement ou plus ressentir la course à pied?
Oui et non. Tu t'es pas normand, tu peux pas, c'est pas possible. Ça c'est moi, si tu veux. Je dirais oui et non. Alors oui, parce que forcément, à un moment donné, il a fallu quand même aller sur un vélo un peu plus conservateur pour pouvoir courir mieux derrière à pied. Ça c'est clair. C'est-à-dire que j'ai toujours fait mes vélos. En tout cas, mes vélos étaient toujours faits quand même avec un petit peu de gestion, plus au fur et à mesure que le temps passait. Que au début, j'étais chien fou à vélo, à bloc. Je venais du cyclisme, je vais tuer tout le monde. Et puis en fait, à pied, tu t'exploses quoi. Voilà. Mais oui, effectivement, en fait, les consignes de course que j'avais, elles étaient quand même. Il y avait une certaine forme de gestion à vélo qui permettait derrière de courir sur un bon niveau de performance. Très clairement. Après, là aujourd'hui. Là, je vois sur mon dernier full, j'ai réussi à sortir des watts que j'avais jamais sortis par le passé sur Ironman, quoi. Voilà, où j'ai un poids de forme qui est plus bas que d'habitude et j'ai sorti 25 watts de plus que d'habitude, quoi. Donc c'est vrai que et j'ai réussi à encore mieux courir derrière. Donc après, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place, je pense, qui font que t'es en phase de gestion au début. Après, derrière ta gestion, tu essaies de l'optimiser pour aller chercher un peu plus de puissance à développer sur l'ensemble du vélo, etc., etc. Mais oui, forcément, au bout d'un moment, je me rendais compte que mes premiers 10 km, je courais à peine en 45 minutes, tu dis, il va falloir faire quelque chose là, parce que ça va pas le faire. Bon après ça reste du long sur du long 45 minutes ou 10 km sur les triathlons M du début tu vois c'était ça quoi donc forcément il a fallu revoir un peu la stratégie quoi. Après si sur 40 bornes du M t'en fumes tout le monde et tu leur mets 20 minutes tu peux te permettre de faire 45 sur la course à pied Ouais mais je sortais trop loin en hâte et puis à vélo il y a quand même des mecs qui sont très trop costauds malgré le passif que tu peux avoir non, c'est clair tiens justement toi qui viens du vélo t'as vu une différence entre le vélo et le triathlon? En termes d'ambiance? Ouais, en termes d'ambiance, en termes d'environnement, en termes de considération des sportifs eux-mêmes. Je sais que, alors je sais pas, moi quand je faisais du tri, souvent quand on était en entraînement vélo et qu'on saluait un cycliste et que le mec répondait pas, on avait juste cette petite phrase cycliste quoi. Alors que entre triathlètes c'est comme entre motards quoi. Un coucou, limite tu t'arrêtes, tu descends du vélo, tu fais un câlin. Bon voilà. Est-ce que t'as vu cette différence toi venant du vélo? Complètement. En fait, je trouve que le vélo, c'était, il y avait quand même beaucoup d'adversité sur les courses et même au sein même de ton équipe en fait. Enfin, moi je me souviens, après c'était des potes, mais on se tirait la bourre quoi. C'était à celui qui faisait péter l'autre, etc., etc. Donc c'était assez quand même spécial. Et puis je trouve que l'ambiance du vélo, moi j'ai fait quelques années. Enfin, je m'éclatais pas vraiment dans cette ambiance-là. Après, quand je suis arrivé dans le monde du tri, je trouve qu'il y avait une entraide entre les athlètes. Il y a du respect aussi mutuel, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a marqué quand je suis arrivé dans le monde du tri. Et puis, il y avait, ce que je trouve intéressant dans le monde du tri, c'est que il y en a pour tout le monde, en fait. Il y en a pour le mec qui est là en mode loisir. T'en as aussi pour le gars qui est père de famille, qui a un boulot de dingue à côté et qui se fait plaisir le week-end avec les potes et qui va faire son petit triathlon de temps en temps. T'as le mec qui a focus compétition à bloc. Enfin, je trouve que c'est hyper varié. T'as des profils différents de partout et ça, tu le retrouves pas forcément en vélo. Ou en clair, quand tu cours en 2-3 FFC, en fait, les mecs qui courent en 2-3 FFC, c'est les mêmes typologies de personnes globalement. Et puis je trouve que ça, c'était super sympa dans le triathlon. Après, je trouve que c'est devenu de plus en plus bling-bling malgré tout. Ah, si t'as pas un vélo à 15 000, tu pourras pas gagner. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que les gens pensent. Vélo, tu te dis, aujourd'hui, un parc à vélo, t'hallucines, quoi. Maintenant, t'es obligé de mettre des gardiens à l'entrée du parc à vélo parce que il y en a pour des sous. Donc, c'est devenu assez bling-bling. Après, bon, il faut réussir à s'en détacher malgré tout. Après, moi, je suis un gros fan de matériel. Enfin, j'adore le beau matos, donc voilà, je suis un peu dans le paradoxe quand je dis ça, parce que j'aime bien le beau matos, les dernières technologies matérielles, pas informatiques. On en revient au petit setup pour lancer l'enregistrement. Voilà, tous ces trucs-là. Enfin, moi, j'adore. Donc, c'est vrai que c'est un peu paradoxal ce que je dis, mais malgré tout, c'est devenu très bling-bling dans l'ensemble. Donc il faut réussir à s'en détacher malgré tout, mais la différence entre le vélo et le triathlon en termes d'ambiance, il y a rien à dire, il y a rien à redire quoi. Tout à l'heure tu parlais de l'intérieur sport qui justement t'a donné envie d'aller vers le Norseman. As-tu vu l'intérieur sport sur Otilo? Oui, bien sûr. Et non, Otilo non. Non, parce qu'il n'y a pas le vélo. Justement, c'est un autre challenge. Non, c'est un autre challenge. Après,
Après, non, c'est pas un truc aujourd'hui qui m'attire. On en avait parlé avec ma femme il y a quelques années d'Otilo. On se disait tiens, ça pourrait être un truc sympa parce qu'elle nage super bien. Et puis bon, après, je suis tellement passionné par le triple effort qu'en fait, j'ai du mal à en sortir. Hein. Pour être sincère, c'est vrai que j'ai du mal à me diriger vers autre chose. Tu vois, typiquement le trail aussi, c'est un truc, je pense, qui peut être sympa, mais ça m'attire pas plus que ça pour le moment. Donc ouais, très très focus triathlon en fait. J'ai du mal un peu à m'en détacher et j'aime tellement borner à vélo que du coup c'est vrai que voilà, c'est ce qui me tient, c'est ce qui me tient quoi. Attends, j'ai entendu un truc. Le trail, ça t'attire pas encore plus que ça. Mais t'as pas fait 5 ans d'études à Grenoble, toi? Si, mais zéro trail. Non, mais c'est pas possible. C'est pas que t'es un ovni. Si, bon, déjà on a ouais, compris que t'étais un ovni sportif, mais non, c'est pas possible. Non, ouais, non, vraiment, même pas de rando, rien. C'était 3 années, c'était en école d'ingé, c'était 3 années à Grenoble, aucune rando faite en 3 ans. Vélo, ski, et puis, déjà, c'était pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. S'occupait bien. Mais non, pas de trail, pas de rando, voilà, donc, ça viendra probablement avec le temps, mais, ouais, pas pour le moment. Dans les courses ou dans les choses que tu voulais faire sportivement, t'as dit Tour de France. Bon, le Tour de France, c'est un peu raté maintenant, hein. Excuse-moi de te dire ça, mais t'es trop vieux. Ouais, c'est ça. Bon, tu peux toujours faire les étapes du Tour, remarque. T'as un petit peu l'ambiance. Ouais. Ensuite, il y avait Hawaï et puis le Norseman. T'avais pas coché un Roth ou un Alpe d'Huez ou des choses comme ça aussi? Il y a quelques années, ça remontait, je pense, il y a 8 ans. Là, on est en 2024, il y a 9 ans. J'avais fait une liste du top 20 des courses que je voulais faire. Roth était dans le top 5. Donc j'ai fait Roth, du coup, je l'ai coché en 2016. Du coup, je l'ai quand même coché celui-là. L'Alpe d'Huez, je l'ai pas coché, mais ça fait partie peut-être des courses de l'année prochaine. Ça, on verra à la fin de l'année. Mais oui, j'ai fait Roth, ça faisait partie de mon top 5, Roth, très clairement. Et alors? Parce que tant qu'à faire, parlons-en. Roth, on en fait toujours. On dit toujours que c'est exceptionnel. De l'intérieur, toi, t'en penses quoi? Je pense que je vais aller à l'encontre de tout ce qui peut se dire. J'ai été déçu, moi. Ah ouais? Et pourquoi? Ouais, j'ai été déçu. Ouais, parce qu'en fait, j'ai été déçu. Je trouve la natation dans le canal pas folichonne. Enfin, ce canal, je le trouve pas super propre. Et c'est vrai que, moi, quand c'est la natation, elle est un peu crado. Je suis pas hyper fan. Le vélo, ouais, quand t'attaques le Solar Bike au premier tour, c'est de la folie. Hein. C'est dingue. C'est l'Alpe d'Huez, quoi. T'as dû te sentir un peu comme sur le Tour de France, là. Complètement. Après le deuxième tour, il y a plus personne. Et après, en fait, j'avais été déçu du marathon, hein, pour tout dire. En fait, c'était à l'époque où le parcours, on faisait 5 km, je crois, de mémoire, et après, on rejoignait le canal, et on faisait un long aller-retour sur un premier village qui était au bout du canal. Là, on faisait demi-tour, on allait chercher un autre village à l'autre bout du canal, et on faisait demi-tour et on revenait. Et en fait, moi, j'avais été hyper frustré parce qu'il y avait plein de copains qui étaient en mode support, et que j'avais pas vu de la journée. Et du coup, j'avais cette petite frustration. Ma femme l'avait fait aussi à l'époque et j'avais deux autres potes qui l'avaient fait avec moi. On s'était croisés 2 fois sur le marathon. Et du coup, il y avait cette petite frustration. Je trouve qu'en termes de partage, il manquait quelque chose, quoi. Voilà. Donc après, c'est une super course. Hein. C'est chouette. Hein. Enfin, ça roule vite. Ouais, c'est vraiment une belle course. Ouais, Après, j'avais pas fait une super perf ce jour-là, donc je pense qu'il y a ça aussi dans le coin de la tête où je me dis un petit peu frustré du résultat que j'avais fait. Un peu de frustration, quoi. Et tu nous balances ça comme ça en plus, tout tranquille. Ta femme l'a fait aussi avec toi, donc ta femme est aussi triathlète? Ouais, tout à fait. Ouais. Ça facilite les choses ou ça complexifie parfois un peu l'agenda? On va dire que l'agenda il est au millimètre près. Donc là il y a une grosse logistique et puis tout se calcule au millimètre près. Hein. Enfin. Tu vois, il y a 2 jours, moi, il fallait que je roule le soir, et elle, il fallait qu'elle court, donc du coup, on s'est organisé avec les petits, etc. Donc ouais, c'est une belle logistique. Il y a une belle logistique derrière. Après, par contre, c'est vrai que c'est hyper facilitant, quoi, parce que c'est vrai que déjà, t'es dans le même délire. Hein, tu partages quand même une passion qui est quand même hyper chronophage et qui prend beaucoup de place au quotidien. Et puis il y a aussi cet aspect support, accompagnement au quotidien quand tu te fixes des objectifs un petit peu élevés, ou voilà, elle est là derrière toi, elle sait ce que c'est. C'est ça, elle comprend, elle sait ce que c'est. Complètement. Quand tu rentres, t'as pas besoin de lui dire chérie, il faut que je parte là. C'est plutôt, je pense, elle qui te dit il faut que tu sortes là, donc vas-y. Ouais. Non, mais ça, c'est hyper facilitant. Enfin, nous, je sais qu'on a un équilibre de vie qui est hyper basé là-dessus, et c'est vrai que c'est hyper facilitant. Enfin, quand je pars faire mes 200 bandes de vélo, c'est pas tu te dépêches de rentrer.
Donc voilà, t'as 200 à faire, fais tes 200 et puis après voilà, tu géreras le reste quand tu rentres. Mais ça. Après tu gères les enfants pendant que moi j'y vais, c'est ça? C'est comme ça, ouais. Voilà. Donc c'est vrai que ouais, c'est facilitant. Après, par contre, la logistique associée, elle est énorme, mais encore une fois, moi, souvent, j'entends souvent les gens dire, oui, c'est du sacrifice au quotidien, de faire du triathlon et tout. Nous, on n'a pas du tout cette approche. C'est un choix de vie. Moi, c'est une passion. Elle aussi, elle adore ça. Donc, en fait, c'est des choix de vie. Donc, c'est vrai que, tu passes moins de temps devant Netflix ce soir, hein, tu passes moins de temps à aller boire des apéros, à faire des after-work à droite à gauche. En fait, tu le fais pas. C'est juste que, ton focus il est là-dessus et puis ça reste un plaisir et un choix de vie. Donc il y a aucun sacrifice quoi. Tu le fais parce que t'as envie de le faire quoi. C'est beau. Donc non mais c'est vrai parce qu'en fait, moi je me souviens j'avais eu un échange là-dessus où souvent tu vois sur les réseaux les gens qui disent ouais après tout tant de sacrifices j'espère que la course va bien se passer tous ces mois de sacrifices. Si tu le fais c'est que t'as envie de le faire quoi. Personne t'oblige à le faire en fait. Tu le fais pour toi et uniquement pour toi et pas pour les autres. Donc c'est ça. Puis n'oublie pas que le sport, en fait, tout le monde ne peut pas toujours gagner. Donc, t'espères que la course va bien se passer. Tout le monde espère que la course sur laquelle on s'aligne va bien se passer. Mais en même temps, une défaite, un accident, un moins bien, un coup de moins bien. Tu l'as dit, Roth, t'as pas plus kiffé que ça. Peut-être aussi parce que ton résultat n'était pas au niveau de tes attentes. Ouais, c'est ça. Mais ça fait partie du sport. Voilà. Oui, et puis c'est pour ça qu'on s'entraîne. De toute façon, l'Ironman, c'est une course d'un jour. Donc, c'est pas la vérité de 2-3 mois de préparation. Donc, et puis, moi, je dis souvent, c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Donc, moi, je préfère faire 3-4 mois de préparation de dingue, valider des grosses séances. Et le jour de la course, ça passe pas. La course d'après ou celle encore d'après, ça passera forcément. Donc, la course du jour, c'est pas la finalité. Après, c'est vrai que si tu sors une course de dingue, t'es content. Voilà, on va pas se mentir. Ça fait plaisir. Tu valides tout ce que t'as fait avant. Mais par contre, la finalité, moi, j'accorde beaucoup plus d'importance à ce que tu fais en amont. Que la finalité du jour J. Parce que c'est la course d'un jour. Il suffit que tu tombes malade 3 jours avant, t'aies mangé un truc pas bon, ou en fait tout peut tomber comme un château de cartes sur un truc tout bête quoi. Et le nombre d'invités que j'ai eu ou même de triathlètes avec qui j'ai pu échanger qui partent justement Hawaï c'est le Graal, qui partent qui arrivent 3 jours avant, il faut t'acclimater à la chaleur, à l'humidité, à la bouffe qui est pas la même. J'avais un entraîneur qui était spécialiste de ça. À chaque fois il arrivait là-bas, les yaourts américains ça lui faisait envie, il se tapait un yaourt et 3 jours après il était malade parce que c'est pas la même chose. Voilà, effectivement, c'est la course d'un jour. Ça fait chier parce que c'est pas par rapport. Moi, je dirais que c'est pas que par rapport à l'entraînement que t'as déjà fait avant, parce que de toute façon, il faut considérer que l'entraînement il est pas perdu. Effectivement, il servira pour une autre course. En revanche, le déplacement, la logistique, le pognon que t'investis là-dedans pour que peut-être que à la sortie de la natation tu plies. Ok, ça fait cher la baignade, quoi. Mais grave. Mais tu y vas pas que pour te baigner, tu vas pour l'ambiance, et pour tester, pour te tester toi aussi. Je pense que c'est ça le bon état d'esprit à avoir. Oui, et puis y aller en fait dans une optique où la course c'est 300% plaisir le jour J quoi. Voilà, t'es là, tu t'es préparé mentalement, physiquement, t'as préparé toute ta stratégie de nutrition, il y a tout un tas de facteurs à gérer le jour J et du coup je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant et en fait c'est que du plaisir quoi. T'as réfléchi à tout. Tiens, là ça a bien marché, là ça a pas super bien marché, ouais ok. Petit truc en plus pour le prochain coup quoi. Et comment t'abordes ça justement? Imagine t'arrives à Hawaï, tu tombes malade la veille, tu te dis que tu vas quand même prendre le départ, tu sors, tu nages, tu montes sur le vélo et puis là tu fais 10 bornes et non c'est plus possible, tu plies. Comment t'aborderais ça toi justement? Alors j'ai eu une expérience un peu similaire. Alors c'était sur un half, c'était en 2022. Ouais 2022. J'ai été malade la veille, la nuit en fait la veille de course quoi, tout simplement. Hein. J'ai été malade, j'ai eu de la fièvre, etc. Et je suis arrivé le matin, je me suis dit oh là là, qu'est-ce que tu fais là? Et en fait j'ai laissé sensation horrible en natation, sensation horrible à vélo. À pied ça allait un petit peu mieux. Voilà, j'avais pas fait un gros vélo ce jour-là, la natation, j'ai fait ce que j'ai pu. En fait, moi je pars du principe qu'il faut laisser passer la tempête. Au bout d'un moment, ça sera pas plus pire. Donc, moi j'ai laissé passer un petit peu l'orage. J'ai sorti ce que j'avais à sortir le jour J. Et puis ça reste encore une fois la course d'un jour.
Après, c'est vrai que sur un gros objectif, alors c'était pas une course objectif, donc c'est facile hein, de faire le philosophe en se disant ouais c'est pas grave. Ouais, puis quand t'habites en France, tu vas à Aix, tu vas au Sable, ça va. Tu prends l'avion, tu déplaces toute la famille pour aller 15 jours à Hawaï, c'est autre chose quoi. Alors moi je sais qu'aujourd'hui ça m'arriverait par exemple, enfin si au mois d'août ça m'arrive d'être dans une mauvaise journée, enfin je sais que en fait le focus c'est que là j'ai donc en support j'ai mon meilleur pote, j'ai ma femme, j'ai mon oncle, ma marraine, ma cousine. Donc il y a du monde qui vient avec moi m'accompagner sur cette course. Voilà, le jour J, si jamais je suis dans le dur, je suis dans le dur. Mais par contre, tu vas au bout, quoi. Enfin, tu t'arraches, quoi. C'est clair. Donc c'est vrai que quand tu mets beaucoup d'argent sur la table, parce que aller à Kona c'est beaucoup d'argent. Enfin, Tu as fait combien de fois? Rappelle-moi, 3 fois. Deux fois, et après j'ai fait Nice l'année dernière quand ça a été délocalisé à Nice. Ouais. Et j'avais eu souvent le débat, les gens disaient ouais Nice ça va être nul, moi j'ai trouvé ça sympa à Nice, et puis ça te coûte 10 fois moins cher quoi. Donc, tu m'étonnes. Faut se parler quoi. Puis t'as 10 fois plus de chance parce que souvent les ricains ils viennent pas à Nice, enfin moins en tout cas. Ouais c'est donc, ça. Ouais. Et puis bon, la densité elle restait quand même malgré tout intéressante à Nice. Enfin il y avait un gros niveau. Donc après c'est vrai que quand tu mets beaucoup d'argent sur la table, tu vas au bout quoi. Enfin, moi j'ai jamais compris les gens qui bâchaient Hawaï quoi. Voilà. Pour moi c'est j'ai jamais compris ça. Après il y a bâché, ouais, je suis pas bien, je suis fatigué, je suis pas dans un grand jour, il y a bâché parce que il t'arrive vraiment quelque chose. Voilà, il y a la manière d'aborder un petit peu l'abandon aussi quoi. Voilà. Justement, 2 fois Hawaï et donc 3 fois les championnats du monde, 2 fois Hawaï, 1 fois Nice. Il y aura une 4e. Salut les sportifs, c'est Charlie d'Opentree et je me permets d'interrompre votre podcast un très très court instant. Si l'épisode que vous êtes en train d'écouter vous plaît, alors on a besoin de vous. Est-ce que vous pourriez prendre 10 petites secondes pour ouvrir votre appli de podcast préféré, y trouver la fiche du podcast Devenir triathlète X Opentree et nous laisser une note, de préférence 5 étoiles, en nous disant ce qui vous plaît le plus dans le podcast. Ça vous prendra seulement quelques secondes, mais ça nous permettra de continuer à améliorer le podcast et à se faire découvrir par d'autres auditeurs triathlètes. Un immense merci à vous qui allez laisser une note et on se retrouve tout de suite pour la suite de votre épisode. Et ben du coup, à Lanzarote, je l'ai raté 30 secondes le slot. Ah mince. Ouais. En fait, j'avais fait 4e de mon groupe d'âge à 30 secondes du 3e et 1 minute ou 1 minute 10 du 2e. L'objectif c'était pas d'aller à Hawaï cette année parce que financièrement entre le Norseman plus Lanzarote, enfin voilà, ça faisait beaucoup de dépenses. Et puis j'ai une philosophie où moi c'est de dire de toute façon on n'a qu'une vie, faut se faire plaisir, faut kiffer, et puis on s'est dit avec ma femme tiens, si le slot il se présente, pourquoi pas. Après dans ma tête, j'étais pas certain d'être au niveau auquel j'étais à Lanzarote. Donc ça c'était pas forcément prévu non plus. Et puis finalement ça s'est plutôt très bien passé. Et du coup ma femme m'a dit vas-y on y retourne, et du coup je dis allez go on y retourne. Et puis 30 secondes, il a manqué 30 secondes là sur quelques erreurs au sein de la course. Bon, après c'est comme ça. Mon banquier du coup il est content. Ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc oui il y aura une 4e fois. Ouais. C'est clair, on a envie d'y retourner, en plus on a envie d'y retourner avec les petits. Voilà, ils ont tous les deux chacun un prénom hawaïen. Ça c'est pour le petit clin d'œil. Donc on a cette volonté d'y retourner. Donc il y a Lilo et Stitch, non, c'est pas hawaïen. Non, c'est pas comme ça. non, il s'appelle Kai et Alana. Donc il y a cette volonté d'y retourner. Par contre, j'y retournerai une fois, mais ça sera la page elle sera tournée sur Kona le jour où j'y retournerai une 3e fois. Ouais, j'allais te demander est-ce qu'il y aura une 4e, 5e, enfin jusqu'où tu te vois aller dans cette course au championnat du monde? Non, ça sera la dernière. Ça sera la dernière fois parce que aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de frais, et puis ça tombe pas toujours sur les vacances scolaires, et vu que ma femme est instite, c'est pas facile. Et la 2e fois que j'y étais allé, elle était pas venue, donc 2 semaines à l'autre bout du monde tout seul, c'est quand même pas très très intéressant non plus. Ouais. Donc non, il y en aura une 3e, c'est sûr. Par contre, il n'y en aura pas de 4e. Bon, par contre, il y aura du triathlon extrême. On en a vaguement un peu parlé, et c'est aussi pour ça qu'on se parle aujourd'hui, parce que cette année, au programme, dans quelques mois, on peut même dire dans quelques semaines, surtout quand le podcast sortira. Ouais, dans quelques semaines là. Il y aura ce fameux Norseman. Tu vas aller chercher ton t-shirt noir. Pourquoi le Norseman?
Bon, au-delà de l'intérieur sport, hein. Parce que moi j'ai vu au Thilo, c'est pas pour autant que j'y vais. Hein. Pourquoi le Norseman? Je pense que le défi, en fait, il y a deux choses, il y a deux composantes qui me motivent vraiment. La première, c'est le défi. Ça va à l'encontre aujourd'hui de ce sur quoi je suis performant. Il fait froid. J'aime pas le froid. Voilà. Moi, j'aime la chaleur, j'aime l'humidité. Bon, là-bas, il va faire froid, il va y avoir une petite natte dans un fjord où il va pas faire très très chaud. Je suis plutôt bon rouleur et c'est vrai que je suis pas alors j'adore monter d'école, par contre je suis pas hyper performant sur enfin en tout cas beaucoup moins performant que sur des parcours roulants. Ouais, alors coup, je fais souvent des rappels et des disclaimers. Tu n'es pas un grimpeur, ok. Malgré tout, on te met à côté de n'importe quel triathlète, même un peu plus que moyen. J'imagine que dans n'importe quel col, tu l'éclates. Rappelons-le, tu viens du vélo, donc t'es pas un grimpeur. Cycliste, mais je suis pas un grimpeur cycliste, on va dire ça. Ouais. Mais j'imagine que tu grimpes quand même bien mieux que beaucoup de triathlètes. Je me débrouille en montée. Après, c'est vrai que c'est pas le truc que j'affectionne le plus. Moi, tu me mets sur les barres pendant 180 bornes à pas en bouger. Ouais, Hawaï, ça te va bien. Les 30 derniers kilos. Ouais, Hawaï, ça m'allait bien. Bon, même si les 20 derniers kilomètres, Hawaï, ils sont longs quand même. Hein. mais ouais, il y a ce volet-là où c'est pas forcément un parcours qui me correspond à 100%, mais sur lequel je pense que j'arriverai à tirer mon épingle. Tiens, c'est marrant, je fais une petite aparté, je digresse un peu. T'as dit, c'est le temps que ça monte au cerveau, on te colle 180 bandes sur les barres et tu te sens bien. Mais les cyclistes, vous aimez bien ça, les barres? Enfin, donc, quand on parle de barres, on parle de prolongateurs, hein, position aéro, etc. Le cycliste, normalement, il est plutôt sur les cocottes et puis pas forcément allongé sur son vélo, non? Alors, quand je faisais du vélo, j'adorais les contre-la-montre. Ah, tu vois, il y avait déjà un truc de triathlète en toi. C'est hein. ça. Ouais. Tous les petits podiums que j'ai fait à droite à gauche en vélo, c'était sur du contre-la-montre en fait. En course en ligne, j'avais fait, je crois, 2 podiums, mais après sur les contre-la-montre, ouais, je tirais bien mon épingle du jeu. Donc il y avait déjà un petit truc, tu vois. Ouais, il y avait déjà un truc. Ouais, donc du coup, excuse-moi, je t'ai coupé. L'aspect course à pied, c'est vrai que l'aspect course à pied, on en revient un petit peu au trail. Hein. Enfin, tu prends la fin du Norseman, c'est quand même très typé trail. Hein. Voilà, donc il y a toutes ces conditions qui font que c'est un vrai défi. Enfin, ça va être un vrai défi, moi, à titre personnel, parce que ça correspond pas du tout à ce que j'affectionne habituellement. Et puis après, il y a une dimension humaine qui je trouve est hyper motivante. C'est que en fait, c'est une course qui va se jouer en collectif. Et je trouve que cette approche-là, en fait, on l'a pas aujourd'hui dans le monde du triathlon. C'est vrai que sur un Ironman classique, t'es dans ta bulle sur la journée, etc., etc. Là, en fait, il y a toute l'équipe support qui va t'accompagner. T1, t'as tes supports qui sont avec toi. T2, en fait, tes supports te suivent. Après T2, ils t'accompagnent en haut. Enfin, il y a toute cette dimension humaine de partage, en fait, qui est pas forcément sur un Ironman classique, que je trouve qui est hyper motivante, et ça donne vraiment envie d'y aller. Et c'est deux composantes qui m'ont plu. L'aspect purement défi et l'aspect partage à 200% avec les proches, où ça va être ça va être marqué à vie, hein, autant pour moi que pour eux, où il va y avoir cet aspect partage, et ça va être énorme. Tu vois, c'est cet aspect partage et même plus dans l'effort, c'est ce que tu retrouves un peu dans le swimrun. Moi, j'ai adoré faire du swimrun. Le swimrun, pour ceux qui connaissent pas ou qui se souviennent pas, c'est un enchaînement de natation et de course à pied. C'est le même principe que triathlon, mais il y a pas le vélo. Mais on enchaîne plusieurs fois. Par contre, c'est pas natation et course à pied, c'est vraiment natation, course à pied, etc. Et l'essence même du swimrun, c'est en binôme et même avec une longe, que ce soit en natation ou en course à pied. Et justement, je trouve que dans ce moment de l'effort, dans cette discipline où on est à plusieurs, alors maintenant ça commence à se faire de plus en plus en solo, mais tu retrouves aussi justement ce dépassement, pas que de toi, mais du nous, quoi, de l'indivision, de la team. Après, c'est encore différent sur le Norseman, parce qu'effectivement, c'est plus une team d'accompagnateurs, de soutien, de partenaires, et puis dans des conditions juste extrêmes, quoi. Tu l'as dit, tu nages dans un fjord, donc l'eau, elle est à 3-4 degrés. Elle va pas être chaude. Mais alors pourquoi? Je reviens à ma question. Mais pourquoi le défi? Ok. Mais pourquoi te flageller? Pourquoi te faire mal à ce point-là? Ça permet de sortir de sa zone de confort quand même. Je trouve que c'est intéressant. Et puis, après Kona, après mon premier Kona, je m'étais dit, il faut que tu y retournes une deuxième fois, en fait. Il faut pas que la première fois, ça soit un coup de chance. Tu t'es qualifié, c'est un coup de chance. Allez, on y retourne une deuxième fois. Bon, tu y es retourné 2 fois, tu te dis, bon, maintenant, c'est quoi la suite? Bon, le Norseman, je l'avais déjà en tête. Mais du coup, là,
c'est un petit step au-dessus, je trouve, et d'autant plus que ça va à l'encontre aujourd'hui de ce que je kiffe, quoi. Enfin, moi j'aime quand il fait 35 degrés, voilà. J'aime en course à pied quand c'est bien plat, bien roulant, bien bitumé. Enfin, voilà. Et en fait, le pourquoi, c'est exactement ça. C'est ouais, ok, je vais me sortir de ma zone de confort. En plus, je vais le partager avec des gens qui sont hyper importants pour moi. Et ouais, je trouve que ça donne une petite symbolique encore plus marquée que Kona en fin de compte. Ouais, ça, tu m'étonnes. C'est pas du tout la même épreuve, hein. Même si ça reste du triathlon, je pense que c'est pas du tout la même épreuve, ni même la même chose que tu en ressors, que tu en retires. Et justement, tu t'attends à en ressortir quoi, à en retirer quoi? T'arrives, tu fais ta course, tu montes en haut du Guest Up Temptation à tes souhaits. Tu prends ton t-shirt, tu sonnes la cloche, tu prends ton t-shirt noir. Qu'est-ce que t'attends en fait? Qu'est-ce que tu espères? Comment est-ce que t'espères alors pas finir, parce que forcément tu seras éclaté, je pense qu'on l'est tous quand on finit un truc comme ça. Enfin, ouais, tu t'attends à quoi en fait après? En fait, dans la manière où je vais l'aborder avec deux champs. En fait, sur deux champs, il y a l'aspect performance pure où après, j'aime bien mettre des objectifs quand même ambitieux, quoi. Enfin, j'ai pas envie d'aller là-bas en me disant, tiens, je vais être finisher. Bon, après, tout peut arriver le jour J, hein. On est bien d'accord, une hypothermie ou une chute ou quoi que ce soit. Donc, il y a quand même un aspect un peu performance sportive qui est indispensable pour moi. Et après, il y a une note dominante qui va être sur le partage encore, hein, j'y reviens, mais donc, comment je vois le truc, c'est, je vois une journée où je vais avoir des gens à mes côtés, enfin des personnes qui sont hyper chères à mes yeux à mes côtés. Donc, je pense que ça va être, je vais chercher des émotions déjà. Ça, c'est le premier point. Voilà. J'y vais pour chercher des émotions avec mes proches. Et je pense ça va être quelque chose ça va être un dénominateur commun, c'est-à-dire qu'on va tous être en proie de l'émotion en fait ce jour-là. Et tous à des degrés peut-être différents et sur des choses différentes. Donc ça c'est ce que je vais chercher clairement sur le Norseman. Et après il y a l'aspect sportif où je me suis fixé un objectif assez élevé. Et cet objectif aujourd'hui là, je suis en train de préparer un petit roadbook pour mes supports avec leur rôle, leur mission, qu'est-ce qu'il va faire, lui il est en charge de ça, lui en charge de ça, etc., pour essayer de fédérer un petit peu tout le monde autour de ça et que du coup ça soit un peu un projet commun, quoi. Donc c'est ça en fait que je vais chercher, c'est un projet commun où chacun a un petit rôle à jouer et qu'à la fin on peut se dire tiens, on a réussi, quoi, c'est cool. Tu me l'as dit, il y aura ton épouse et puis des membres de ta famille qui vont t'accompagner. Ouais. Tout à fait, mon épouse, mon oncle, ma marraine, mon meilleur ami, la marraine ma marraine, c'est la marraine de mon fils, il y aura aussi la marraine de ma fille. Donc ouais, ça va être cool. Ah ouais, ça va être un gros déplacement là, vous y allez avec une caravane. Ah ouais. Ouais, on n'a pas le droit à la caravane là-bas. Parce que, en fait, tu dois avoir les voitures, pas trop grosses, etc., etc. Donc, il y aura 3 voitures, il y aura la voiture du team support, et puis après, mais ouais, ça fait un petit déplacement sympa, ouais, ça va être cool. Comment on se prépare en Norseman? Je sais pas, tu cours dans des entrepôts réfrigérés, tu montes, tu descends, t'es en Auvergne, donc, t'es en Rhône-Alpes, donc ça va, t'as ce qu'il faut, mais en termes de température, comment tu t'entraînes à nager dans l'eau glacée? Alors ça, c'est une bonne question, c'est que j'ai fait 0 natte en eau glacée. Alors j'étais plein de bonnes, bonnes intentions, bonne volonté. Ouais, cet hiver, je disais, ouais, vas-y, je vais aller nager dans le lac, là, au mois de février, il va pas être chaud. J'ai rien fait de tout ça. En fait, la partie natation, je l'appréhende pas trop, pour être franc. C'est plus le vélo que j'appréhende. Bizarre, hein, dit comme ça, mais c'est plus le vélo que j'appréhende. Ouais, mais tu l'as dit, t'es pas un homme de froid, t'es pas un homme de montagne. Ouais, en fait, mon appréhension, c'est de me braquer 180 bornes sous la flotte, quoi. Voilà. Ça, je sais que, voilà. Mon unique appréhension, elle est là-dessus, en fait, sur le Norseman, parce que je sais que derrière, ça impacte ta course à pied, c'est pour te taper des heures et des heures de galère, voilà, ça va pas être ouf. Donc après, comment je m'entraîne? Là, je vais faire pas mal de cols, là, dans les semaines à venir. Je pars en vacances une semaine à Vars, donc je vais aller grimper des cols là-bas. Fin juin, je pars à Bordoisan, je vais faire un petit tour à Embrun, donc je vais un petit peu aller dans tous ces coins-là pour aller faire de la bosse, clairement. Faire des petites sorties à 3000, 3005, voire on a prévu une petite sortie avec des potes là fin juin, on va faire un petit 6000 de D+, à vélo sur 200 bornes, donc ça va être sympa. Et donc là, je vais préparer le vélo, je vais faire beaucoup de bosses, voilà, beaucoup de cols, beaucoup de sorties longues. La natation dans ma piscine favorite. Voilà. Bon là, quand je vais aller à Embrun, je vais aller nager en lac, mais je vais pas chercher forcément à aller nager dans un lac froid parce que
parce que je pense qu'avec tout l'équipement que j'aurai, je devrais pas trop craindre le froid en natation. Donc par contre j'ai beaucoup taffé sur l'aspect équipement. Voilà, là j'ai beaucoup regardé ce qu'ils faisaient à droite, à gauche, et là du coup en termes d'équipement, je pense que j'aurai tout ce qui va bien pour ressortir bien de l'eau. Et après la partie course à pied, il va falloir que j'aille me forcer à aller faire quelques petits trails dans les semaines à venir quand même. Donc c'est prévu que j'aille un petit peu en montagne, crapahuter sur les chemins pour travailler un petit peu la proprio, etc. quoi. Bon, ça devrait être sympa quand même. Hein. Ah ouais, ça va être top. Ah oui. Va pas te blesser quand même quelques jours du Norseman. Mais j'y pensais il y a 2-3 jours, je me suis dit il manquerait plus que tu te fasses une cheville là quand même, ça serait quand même ballot quoi. C'est clair. Mais tu vas t'entraîner tout seul en trail ou tu vas aller rejoindre des copains, enfin. Ouais, trail ça sera probablement seul. Après vélo, je roule beaucoup avec mon entraîneur. Avec Hervé Fort, là à Lanzarote, on a fait beaucoup de sorties ensemble, donc ça c'est super. Et puis après j'ai quelques potes avec qui je vais rouler là sur l'été, donc pareil le vélo c'est quand même sympa d'aller faire des sorties longues avec les copains quand même, c'est quand même bien sympathique avec un petit arrêt boulangerie et tout. C'est sympa. Voilà, c'est des trucs sympas ça. Mais des bons souvenirs. Mais il y a quand même cet aspect froid en fait. Je sais qu'on a reçu quelques invités qui ont fait le Norseman. Je pense souvent à Pauline Stevens qui est une femme qui vient des pompiers et qui a fait le Norseman et qui nous disait en fait froid, grêle, tempête pendant tout le Norseman. Et surtout que là, tu vas t'entraîner à monter, descendre, faire du dénive en vélo, en course à pied, mais avec les températures qu'on aura cet été, quoi. Donc, dans le sud de la France, c'est plutôt clément. Tu vas te taper un choc thermique. Il y a une masse d'air chaude au-dessus de la Norvège en ce moment. Il y a une masse d'air chaude. Peut-être que ça va tenir jusqu'au 3 août, hein. C'est pas dit, hein. Ça fait long quand même. À mon avis, d'ici là, ça va retourner, hein. Très franchement, tu vois, la natation, moi, je l'aborde en me disant, bon, aujourd'hui, t'as la combi classique. Là, j'ai investi dans un haut, en fait, que je mets sous la néoprène avec la cagoule intégrée, plus les chaussons. Après, je me suis beaucoup posé la question de est-ce que tu nages avec des gants ou pas avec des gants. Bon. Moi, je reste convaincu que le néoprène, il va être chargé d'eau, que j'aurai pas d'appui, que ça va être lourd sur la remontée du bras. Donc, j'ai dit, allez, on va partir déjà là-dessus. Donc, déjà, tu pars, t'as quand même 8000 mètres de néoprène quand même sur le torse, quoi. Ouais. Mais à la limite, tu vois, je pense que la natation, effectivement, c'est pas le là où tu vas être le plus exposé à l'extrême du froid. Ok, tu vas avoir froid. C'est ça. De toute façon, après, le vélo. De toute façon, sur les extrémités, tu mets de la vaseline, tu te réchauffes bien. Enfin, tu te prépares. Ouais. Ok. Mais par contre, le vélo, tu te prends le vent, la grêle, la pluie. Ça, c'est autre chose. Mais en fait, le vélo, après, ça va dépendre un peu de la température extérieure qu'il fera à la sortie du fjord, parce que tout va se jouer là, je pense. On est en train de parler de ça et ça se trouve, vous allez avoir 45 degrés cette année. Ouais, mais tu sais, il y a une année, ils avaient eu plus de 20 degrés, donc en fait, c'est compliqué de l'anticiper. Enfin, j'aime bien tout maîtriser tous les paramètres en amont d'un gros objectif. Là, c'est compliqué de tout maîtriser parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé le jour J. Après, j'ai mis en place plusieurs scénarios en disant, tiens, ouais, si je sors que dehors il fait moins de 10 degrés, tiens, je vais me couvrir comme ça. Tiens, si on est entre 10 et 15 degrés, ça sera ça. Entre 15 et 20, ça sera ça. Sachant que quand on arrive en haut de la première bosse, après on récupère l'équipe support. Après, il y a quand même quelque chose qui est hyper facilitant. C'est de se dire, je dis au revoir à ma femme qui part rouler, c'est de se dire, t'as l'équipe support qui est là, il faut que tu prévois d'échanges, du matériel différent au cas où, en fait. Oui, on n'est pas sur un Ironman. Ouais, c'est l'Ironman, je me souviens, celui-là il m'avait marqué, hein. C'était Aix 73 d'Aix en 2018. On avait pris une flotte, on s'était fait rincer pendant je sais pas combien de bornes à vélo. On avait eu en haut du sangle, j'avais eu 5 degrés je crois au compteur. Le brouillard, frigorifié. Était en trifonction, youhou. Était en trifonction. J'étais en trifonction complet. Enfin, j'avais rien, quoi. J'avais juste à l'époque, j'avais fait le choix de mettre une petite couverture de survie sur le ventre à la sortie de la natation en prévision du froid, en fait. J'avais juste anticipé ça. Mais t'es en trifonction, t'as même pas 1 millimètre d'épaisseur sur toi. Donc là, l'approche elle est différente, c'est que t'as la possibilité de rajouter la petite veste de pluie si jamais il pleut. T'as la possibilité de changer tout le haut du corps si jamais t'es trempé. Enfin, t'as quand même des paramètres qui peuvent être un peu plus maîtrisables que si tu pars comme sur une course classique, quoi. Après, ça fait pas tout. C'est-à-dire que t'as la résistance au froid et ça c'est propre à chacun, quoi. Il y en a, ils vont dire 5 degrés la pluie,
je crains rien. Moi, je sais que 5 degrés la pluie, ça va être chaud, quoi. Mais du coup, cet hiver, tu t'es entraîné en vélo? T'en as bouffé du froid? Ouais, j'ai fait beaucoup d'home trainer. Non, mais non, ça marche pas. Non, en fait, le problème chez nous, j'habite en Drôme, c'est qu'on a le Mistral l'hiver. Et franchement, quand t'as 80 km/h du Mistral, c'est horrible dehors, quoi. Tu peux avoir 5-6 degrés et... tu t'entraînes, Écoute, tu t'entraînes, parce que tu crois que dans les fjords là-haut, t'auras pas de vent. 5 heures d'home trainer, ça va bien. Non, après, c'est vrai que, non, je suis sorti un petit peu cet hiver dehors, après, en fait, j'ai toujours eu cette approche, un gros hiver permet de faire une grosse saison, forcément. Par contre, moi, je reste convaincu que quand tu vas faire des 6 heures de vélo sous le froid au mois de janvier, alors ouais, ça te forge le mental, ça te fait la caisse. Par contre, moi, je suis convaincu qu'au printemps, t'es cramé, quoi. Mentalement, t'es cramé. Pas physiquement, mais mentalement, t'as tapé dedans tout l'hiver, aller te taper du froid, de la pluie. Voilà. Enfin, moi, je sais que mentalement, ça me fait taper dedans, donc je préfère être sur la durée que arriver au... Écoute, ouais, chacun a son approche. Regarde, si je prends mon défi, 9 mois de préparation que j'ai commencé au mois d'août pour partir au mois de mai. Au mois de mai, je t'assure, j'avais les dents longues, et j'étais prêt, et bon, j'ai eu de la chance l'année dernière quand je me suis préparé à Castres, il a fait relativement doux. Je courais, j'ai presque jamais couru en collant, donc presque tout le temps en short, et souvent une veste suffisait, donc je vais pas me plaindre, tu vois. Mais en même temps, j'avais fait 16 ans au Luxembourg, donc je sais ce que c'est le froid de l'hiver. Ouais, c'est vrai que là-haut, il doit pas faire super chaud. Ouais. Non, écoute, je pense que c'est une question d'approche, et là aussi. Tu disais tout à l'heure que dans une course comme le Norseman, ce qui va jouer, c'est le mental, c'est la préparation du mental, c'est la détermination. Je pense que dans la préparation aussi, c'est pareil. Quand tu as un objectif que mois d'août Norseman, cet hiver, il faut que j'en bouffe. Et en plus, si le Norseman est au mois d'août, tu peux en bouffer en hiver. Et puis au printemps, quand les copains commencent à faire des tris, toi tu peux justement relâcher un peu. Reprendre le plaisir du printemps qui arrive. Enfin, cette année, on est encore en hiver. Là. On l'attend encore. Ouais, on attend encore. Mais après, ce qui était pas évident, en fait, aussi cet hiver, c'est que j'avais l'Ironman de Lanzarote en mai. Ouais. Forcément, donc il fallait arriver quand même. Il fallait arriver sur le mois de mai. Bien. C'était le premier objectif de la saison, donc il fallait que j'arrive nickel sur Lanza. Et puis après derrière, avoir suffisamment de ressources mentales, physiques pour réenquiller sur le mois d'août. Et en plus, j'avais en tête de refaire encore un full en octobre. Donc, du coup, je vais refaire un full en octobre. Et en fait, c'était aussi un petit peu cette approche-là, quoi, où, avec un objectif tôt dans la saison, c'est vrai que, il faut être vigilant quand même sur la phase hivernale, quand même. Bon, t'avais quand même placé un full en octobre. Donc, soit t'as un ticket et tu vas à l'autre bout du monde, soit tu refais un full, mais par chez nous. Ouais, du coup, c'était ça l'état d'esprit. C'est soit je retournais à Hawaï, soit je trouvais autre chose. Du coup ma femme elle dit Hawaï pas de souci, et puis après quand j'ai pas eu la qualif à Lanza, je dis je vais peut-être en faire un autre. Elle me dit non, on avait dit Hawaï. Je dis ouais machin, et puis elle m'a dit allez, vas-y fais-le. Et donc tu pars sur quoi en octobre? Barcelone? Ouais, je fais cash case avec des potes. Ouais. Bon, ça va être sympa. Ouais, ça va être cool. Ouais, donc tu te seras gelé les miches en plein mois d'août en Norseman, en Norvège, et puis et puis en octobre tu vas descendre au Portugal, et souvent il fait bon et même encore chaud. Oui, ça va être cool, ouais. Ouais, je pense que ça va être sympa. Et après le Norseman, on a compris, tu veux faire un 3e Hawaï, ok, mais c'est quoi tes objectifs à 5 ans? Eh bien, tu vois, on en revient à mes 3 rêves de gamin, on va dire. Il y a ce truc Tour de France, en fait, qui me trotte dans la tête, et je pense que pour mes 40 ans, donc tu vois, dans 4 ans, donc on est dans une vision 5 ans quasiment. Petit con au genou. Ouais, mais je m'approche des 40 quand même. J'ai pour projet dans 4 ans de faire le Tour de France 24 heures avant les pros, en fait. Voilà. Même parcours, et faire ça en fait la veille, et les étapes des pros, mais la veille en fait. Et du coup, j'ai 1 ou 2 potes qui seraient bien chauds. C'est cool pour ça. Faire le truc. Ouais, et ça c'est un projet que j'ai en tête depuis 3-4 ans. Et du coup, je pense que dans 4 ans, ça sera le projet dans 4 ans, quoi. Ah, ça peut être sympa, parce que même en termes de couverture médiatique, il y a souvent des journalistes qui sont déjà sur place un peu avant. Donc, ça pourrait vous permettre aussi de, peut-être, sur un malentendu, on sait jamais, un mec qui voit des cyclistes qui arrivent, il prend une photo, et puis, ouh,
ils sont déjà arrivés en avance, les mecs. Ouais, non, mais c'est un truc qui m'ôte bien. Je l'ai en tête depuis quelques temps, donc je pense que ça sera le après dans 4 ans. Après, tu vois, l'année prochaine, je pense que l'Alpe d'Huez, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Hawaï aussi. L'année prochaine, il y aura peut-être Nice au championnat du monde aussi. Et, voilà, tu vois, là déjà, ça fait 3 ans quasiment. Les 3 prochaines années, elles sont faites. Et puis après, moi, vraiment ce sport, ce qui m'apporte au quotidien, ce qui m'apporte depuis des années, ce qui m'apporte au quotidien et ce qui va encore m'apporter, ça, j'en suis certain. Voilà, c'est une vraie passion, c'est un mode de vie et aujourd'hui, ouais, le Norseman il sera passé, mais il y aura autre chose, quoi. Enfin, j'ai aucun doute sur le fait qu'il y aura autre chose. Et moi je me régale dans ma pratique tous les jours. Le jour où le matin je vais me lever un week-end ou même le midi parce que je cours tous les midis ou le soir en me disant j'ai pas envie d'y aller là, ça me fait chier. En fait j'arrêterai. Hein. Ouais, tu feras du home trainer. Ouais, non mais il y a plus la flamme. Enfin, moi, je sais que quand j'ai un 6h30 de vélo, je suis trop heureux d'y aller. Ouais, voilà. C'est vrai que si t'as pas la flamme et si tu vas à reculons. Ah oui. Et j'ai un 2 heures à pied, je suis content d'aller faire mes 2 heures à pied, quoi. Enfin, voilà. Là, j'avais un 34 bornes sur ma prépa, là, pour Lanzarote à faire à pied. Si tu regardes, tu dis, oh non, 34 bornes, ça va être l'horreur. Non, c'est cette flamme, je pense que c'est important et je pense que dans la pratique du sport, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Si t'as plus la passion, si t'as pas envie, si tu fais ça par obligation parce que tu vas chercher pour aller chercher un petit peu à flatter ton ego ou par rapport pour les gens, ça sert à rien, quoi. C'est pour toi c'est pour nous qu'on le fait. Moi je le fais pour moi. Et c'est le plus important, je pense. Alors on en revient à la fameuse discussion motivation intrinsèque ou extrinsèque. Est-ce que tu le fais pour toi? Est-ce que tu le fais pour plaire aux autres? Est-ce que tu le fais pour toi dans l'objectif de plaire aux autres? Voilà, je pense que c'est une discussion sans fin et puis on aurait besoin d'un prépa mental ou d'un psychologue pour nous aider là-dessus. Ouais, c'est clair. Mais après, moi, je comprends que il y a des sources externes de motivation. Enfin, il y en a toujours forcément un petit peu. Enfin, je veux dire, quand déjà t'as des petits partenariats. Moi, j'ai des petits partenariats à mon niveau avec quelques marques. Donc, c'est vrai que t'as cette petite source de motivation un peu externe. Je te dis, il y a des gens qui t'aident. L'objectif, c'est aussi de faire le job pour que ça soit valorisant aussi pour ces gens-là. Bien sûr. Mais par contre, l'aspect intrinsèque il est hyper important. Ouais. C'est peut-être la conclusion finalement de tout ça, c'est faites-vous plaisir, quoi. Quand la flamme, vous sentez qu'elle s'éteint ou quand elle s'est éteinte, passez à autre chose. Ouais, c'est exactement ça. Enfin moi en tout cas c'est ma manière d'aborder les choses. Enfin voilà. C'est sport. Des fois j'entends des gens dire ça prend du temps, j'ai pas envie, ça empiète sur ma vie, le fais pas. Fais autre chose. En fait, voilà, fais autre chose. Enfin aujourd'hui tu peux faire du triathlon en faisant du S en fait. Ouais. Puis tu peux faire autre chose. Tu peux faire du swimrun. Encore, mais il nous fait chier les swimrun. Du swimrun, du trail, tu peux faire plein de canoë. Enfin, je sais pas, mais en fait, il faut le faire pour soi. Ouais, tu peux faire du raid. Tiens, hier, j'ai regardé un super film avec mon fils, ça s'appelle Arthur the King. Donc c'est l'histoire de un gros coureur de raid, donc de raid aventure, hein, tu sais, la belle époque des raids gauloises, etc. Le film commence sur le gars qui fait perdre son équipe parce que ça se fait en équipe de 4 et ils empruntent le mauvais chemin au mauvais moment et ils se retrouvent complètement perdus et puis ils abandonnent et du coup tu vois, tu le revois 3 ans après et puis ça rumine et puis ils se remettent dans la course et puis après tout le reste du film c'est justement sur se remettre dans un championnat du monde de raid, etc. Et puis finalement je vais pas spoiler, mais franchement super beau film et puis avec une histoire aussi autour d'un chien, le fameux Arthur. Franchement j'ai trouvé ça super inspirant et tu vois mon gamin de 15 ans, le 3e, j'en ai 4, il est pas forcément super sport. Enfin, il fait du foot, mais c'est pas du sport. Enfin, bref. et sur le podcast Devenir Tri, je peux me permettre de dire ça parce que je pense que les gens partagent. Mais je suis dans la même optique. J'ai toujours dit à mon petit, il a que 2 ans, j'ai dit tu feras pas de foot. Je te préviens, tu feras pas de foot. Non, mais après le foot sport en lui-même, je trouve que c'est un beau sport. Mais ce que j'aime pas, c'est tout ce qui gravite autour, l'ambiance. Moi, j'ai un peu du mal. Mais bon, du coup, après, en regardant ce film-là avec papa, parce que maman était pas là, on était tous les deux entre mecs et ça lui, tu vois, il est conscient de dire, on pourrait faire des raids, papa, tous les deux. Et voilà, je voulais en profiter pour le placer, tu vois, parce que pour moi, le Norseman, le swimrun, on est un petit peu dans cette ambiance-là d'extrême, de vraiment dépassement de soi, qui est autre chose que ce que tu trouves dans un triathlon M, L, XL, Ironman. Voilà, on est dans autre chose. Donc voilà. Ouais, mais je suis d'accord. Mais de toute façon, après, c'est vrai que dans les sports individuels, on oublie souvent l'aspect partage, en fait. Et je trouve que
c'est important de s'y raccrocher un petit peu de temps en temps. Ce que je te propose, c'est de terminer, avant de terminer par la question que je pose toujours à mes invités sur le podcast. Question. J'ai inauguré, et notamment avec Brice, donc voilà, on va rester sur la même tendance des Norsemen, avec 4 petites questions rapides. Le but, c'est pas forcément de réfléchir. Ok, t'es prêt? Ok, ça marche. Allez, go. Quel est ton meilleur temps sur Ironman? 9h04. Ton épreuve préférée? Le vélo. Non, ton épreuve, ta course préférée. Dur. Allez, Nice. Nice? Bien. Cocorico. La course la plus mythique pour toi dans notre sport? Hawaï. Hawaï, quand même. T'hésitais avec quoi? Ouais. Avec le Norseman, mais Hawaï quand même. Hawaï, ouais. Ouais. Et pour finir, pour toi, la plus belle personnalité sportive, que ce soit dans le triathlon ou pas, mais celui ou celle qui représente vraiment le sport pour toi? La vache. Elle est dure, ça. Je vais rester dans le monde du triathlon quand même. Mais je dirais aujourd'hui, moi, je suis un fan absolu de Vincent Brice. Écoute, on lui envoie plein de pensées et plein de bisous parce que c'est dur pour lui cette année. Ouais, tout ce qu'il incarne, je suis un fan absolu de Vincent Brice. Vincent, si tu nous écoutes, j'espère, je croise les doigts. Déjà, on t'invite avec grand plaisir et puis si tu nous écoutes et que tu veux pas venir, on pense quand même bien fort à toi. Merci beaucoup, Alexis. Je termine toujours l'épisode par une question. Le podcast s'appelle Devenir triathlète X OpenTri. À ton avis, comment est-ce qu'on fait pour devenir triathlète? Cette question, elle est toujours épatante. Les réponses sont toujours intéressantes, je trouve. Alors pour moi aujourd'hui, on devient triathlète que si on est passionné par son sport. Je reviens toujours sur cet aspect passion. Et devenir triathlète, c'est être passionné par ce qu'on fait. C'est un sport qui est chronophage, on y passe du temps, ça demande de la logistique. Donc pour moi, c'est vraiment cet aspect-là qui doit prédominer. On devient triathlète parce on est passionné en fait de triathlon. Et voilà, et c'est cette part plaisir et passion, pour moi, c'est ce qui fait qu'on devient triathlète. Ouais, devenir triathlète par passion, ou avec passion, avec la flamme. Ouais, c'est ça, la flamme, elle est importante. C'est pas pour rien que c'est l'emblème des Jeux Olympiques quand même. Eh oui, on y revient. Écoute, Alexis, merci beaucoup. Pour terminer, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on t'encourage, où est-ce qu'on regarde tes comptes rendus ou tes retours post-course? Écoute, moi je suis sur Instagram, du coup, ma plage Alexis Sicard. Tout simple. Donc voilà, j'ai une page Facebook, mais que j'utilise quasiment pas. Je suis plus Instagram et puis du Strava aussi, avec évidemment. Voilà. Donc mais Instagram, c'est la bonne page. Ça marche. Tout à l'heure, tu parlais rapidement de tes partenaires, de ceux qui t'accompagnent. Si tu veux balancer des noms, n'hésite pas. Hein. T'as déjà balancé le nom de tes 2 coachs, mais tu peux y aller. Du coup, c'est vrai que moi j'ai la chance d'être accompagné par Kiwami là, depuis bientôt 6 ans. Donc voilà, marque française, voilà, ils sont top. J'ai la chance aussi d'avoir AJC Sport pour tout ce qui est casque, Nutribé pour la nutrition, j'ai Suicide aussi pour les roues. Donc voilà, qui est une marque quand même bien connue dans le paysage du triathlon. Et puis après voilà, j'ai tout un tas de petites entreprises locales qui m'aident dans ma pratique autour de la maison et ça c'est plutôt appréciable, comme Silversun, Altitude. Donc voilà, c'est des boutiques qui m'accompagnent, et puis mon employeur forcément qui m'aide un petit peu aussi. Donc voilà. Bon, c'est cool, merci à eux. T'es soutenu par un boulanger ou un pâtissier? Non, pas encore. Non, parce que j'avais compris que le petit tour de vélo avec la pause croissant, ça peut être sympa d'avoir un sponsor là-dedans. C'est systématique ça. Ça peut être pas mal, ouais. Un Harry Blacher ou je sais pas. Ouais, non, j'ai parlé d'un boulanger. Enfin, c'est comme si on parlait de foot, tu vois. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bon, je te remercie, Alexis, c'était vraiment très sympa. Juste pour terminer, pendant qu'on parlait, je me suis amusé, j'ai envoyé un screenshot à Brice qui m'a dit ouais, trop cool, je mets un jeton sur lui pour faire un top. Je dis rien, je te mets pas la pression. On en parlera à la fin du Norseman. On en reparlera parce que je t'avais dit que j'avais placé un objectif un peu ambitieux, donc on verra si ça converge sur ce que t'as dit, Brice, mais en tout cas il y a un vrai objectif de place en tout cas. Ça marche. Écoute, on se fera un épisode bilan pour tous les Français qui ont été sur le Norseman. Je voulais qu'on fasse ça avec Philippe Durand et autres, peut-être en mode groupé, mais finalement on va faire plutôt des petits individuels avant le Norseman, et puis post-Norseman, ce serait cool qu'on arrive à se faire une grosse visio, je sais pas, une dizaine, quinzaine, une vingtaine, vous amenez les plus 1 si vous voulez, et puis on se fait un épisode spécial Norseman des Frenchies, ça va? Ouais, nickel, moi ça me va et j'arriverai à me connecter à l'heure ce coup-là. Le problème c'est pas de se connecter à l'heure, c'est de se connecter tout court, n'est-ce pas? C'est ça. Ça marche, à bientôt Alexis. Merci beaucoup, à plus. À plus. C'était Devenir triathlète X OpenTri.
merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentree.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentree.fr. Salut les sportifs!